Souvent, les gens, quand ils pensent risque, ils pensent à soit on peut accepter, soit on peut éviter, soit on peut transférer. Ben non, en fait, il y a d'autres manières de faire, qui parfois nécessitent d'ailleurs un petit peu moins de ressources pour les petites boîtes qui en ont pas. On parle beaucoup de cette notion de biais. C'est-à-dire que quand on construit tout seul, on a forcément nos biais personnels qui entrent en ligne de compte. Ce que tu décris, c'est la vision qu'on adopte en fait pour sa boîte dans 10 ans, dans 20 ans. Salut Candice, ravi de te recevoir ici. Salut Marc-Antoine, moi aussi ravi d'être là. Candice, tu es experte en droit et finance, tu es analyste de risque et aujourd'hui au regard de ton expérience en tant qu'avocate, qu'ex de l'AMF, donc tu pourras peut-être nous préciser ce que c'est, et maintenant d'analyse de risque, tu vas nous donner tes best practices pour aider à anticiper et gérer les risques dans son business. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter? Alors oui, bien sûr. Du coup, voilà, c'est l'idée de dire que là, j'interviens au titre de mes expériences en tant qu'avocate, ex de l'AMF, et de mon expérience bancaire, et que j'ai pas vocation à parler au nom du groupe qui m'emploie, que les idées que je vais développer, les propos que je vais tenir, ça n'engage que moi. Donc moi, j'ai commencé mes études par un double cursus en droit et en finance à l'ESSEC et à Assas. Après, je suis devenue avocate, donc j'ai exercé quelques années dans un cabinet d'avocats d'affaires à Paris, avant de rejoindre l'autorité des marchés financiers. Donc l'autorité des marchés financiers, c'est quoi? C'est le gendarme de la place pour tout ce qui a trait aux opérations de bourse. Donc là, j'étais en charge de tout ce qui était émission obligataire. Donc quand les acteurs de la place voulaient mettre des obligations et les commercialiser, du coup, ils venaient nous voir et on regardait un petit peu avec eux leur prospectus, voir ce qu'ils mettaient dedans, voir si ça donnait bien une image fiable de la situation de l'entreprise, et on les accompagnait pour toutes leurs questions. À côté de ça, c'est une autorité qui travaille sur du coup pas mal de groupes de travail aussi pour améliorer la réglementation, c'est assez large. Ça bouge pas mal aussi par rapport à ce qu'on pourrait croire pour une institution de cette taille-là, et une institution surtout avec une vocation publique, donc c'est assez dynamique comme environnement. Quand tu dis ça bouge beaucoup, c'est dans quel sens? L'innovation, un peu le shift vers tout ce qui est l'ESG, tout ça? Alors, moi, j'y étais il y a quelques années. Donc, sur ces sujets-là, c'était des sujets qui commençaient déjà à être pris en compte parce que, voilà, c'est des sujets de place. Hein, donc, bien évidemment, ça en tenait compte. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut avoir tendance à penser que les grosses institutions comme ça, historiques, elles sont un peu figées. Alors qu'en fait, c'est assez dynamique. Effectivement, on réfléchit aux nouvelles problématiques de place. On réfléchit à mettre en place des nouvelles solutions. Et même dans le fonctionnement et les gens qui sont recrutés, il y a des populations assez jeunes, il y a des populations plus âgées, et ça donne un cadre justement qui est assez intéressant et assez riche. Donc en fait, on s'adapte quand même à la réalité du monde externe. Bien C'est ce évidemment, qu'on ouais. comprend, ouais. C'est Ouais, une ouais. institution qui est ancrée dans son temps, hein, ouais. Que j'aime beaucoup, hein. Je pense que ça s'entend. J'ai adoré mon passage Ouais, là-bas, ouais. donc c'était vraiment très chouette. Après, du coup, moi, j'ai intégré un grand groupe bancaire, du coup, sur Strasbourg, en 2018. J'ai commencé là-bas en tant que juriste sur tout ce qui avait trait au financement d'acquisition. Donc, c'est-à-dire quand une société veut acquérir des participations ou acquérir 100% des titres dans une autre société. En général, elle peut financer une partie, mais elle fait souvent appel à des partenaires bancaires. Et dans ce cadre-là, il y a une équipe qui gère ça dans la banque et qui se fait accompagner par des juristes qui sont en charge de la sécurisation risque des opérations d'un point de vue juridique. Donc rédaction de tout ce qui est documents contractuels, conseils sur les opérations. Donc je me suis occupée de ça pendant 5 ans. Avant, du coup, de passer sur mon poste actuel, qui est un poste d'analyste risque engagement. Donc ça parle pas forcément à beaucoup de monde quand on le dit comme ça. On comprend qu'il y a une notion de risque, mais c'est pas forcément évident. Quand une société, en gros, vient voir une banque pour un prêt, le dossier fait l'objet d'une étude pour voir un petit peu si il est possible de prêter, dans quelles conditions. Et justement, il y a des gens qui regardent un petit peu, qui font une analyse, et je fais partie de ces personnes-là. Donc, on regarde très schématiquement, parce que c'est un peu plus complexe, on regarde la capacité de l'entreprise à rembourser les sommes qui lui sont prêtées. Et ça nécessite de faire finalement une analyse de risque de la situation de la société dans son ensemble. De la société qui va être achetée, Qui va emprunter. qui Donc va emprunter. là, exactement, ce sera une analyse de la situation financière, une analyse du management, une analyse du secteur aussi, hein, parce que la situation de marché aussi peut influer. Dis-moi. Donc là, pour bien comprendre,
on parle d'une société en fait qui vient voir une banque pour racheter une autre société, c'est ça? Ça, c'était, pardon, excuse-moi, je suis peut-être allée un peu vite. Ça, c'était mon premier poste sur le financement D'accord, OK. d'acquisition. Là, ça peut être effectivement une société qui veut en racheter une autre et qui cherche un financement, mais ça peut être juste une société aussi qui cherche un prêt Besoin de pour fonds. financer ses besoins. Voilà, exactement, c'est ça. Qui a besoin de fonds, qui a besoin de garanties dans son ensemble. Donc et Donc, du coup l'analyse donc que tu gères, c'est là-dessus en fait. C'est l'entreprise, qui vient solliciter le financeur pour demander un prêt, pour solliciter des fonds. exactement. Et du coup, donc là, il y a une analyse de risque qui est faite. On parle de quoi exactement? Tu parlais de risque engagement, ça on parle de ça représente quoi dans le concret ces risques? Alors, concrètement, c'est un petit peu ce que je disais, donc le risque financier, quelle est la situation financière de l'entreprise? Si on est sur un secteur qui est impacté par la conjoncture ou par, certaines problématiques, de place ou géopolitique, tout ça, on va regarder. C'est vraiment très, très large, en fait. On va regarder aussi comment la société, elle fonctionne. On va regarder comment elle-même, elle prend en compte ses risques, c'est-à-dire quand il y a eu des difficultés par le passé ou quand il y a des difficultés qui sont anticipées, comment finalement elle pense les gérer et est-ce qu'elle a pensé un petit peu à son plan pour la suite, quoi. C'est très très large en fait, hein. Ça dépend du dossier, ça dépend du montant. Mais voilà, on fait finalement une analyse de risque indirecte de la société qui va venir nous voir. Et là, on parle de société de quelle taille? C'est pareil pour tout le monde ou il y a des Ça peut être vraiment toutes les tailles. Vraiment, ça va de la TPE à la grande entreprise. Vraiment, c'est assez large. donc même pour une petite boîte, donc en fait, il y a 2 choses que je retiens. Tu parlais des l'évaluation des risques par rapport à la conjoncture. Par exemple, récemment, on a une grosse inflation liée au coût de l'énergie. Ça, par exemple, si la société, elle est très dépendante en énergie, c'est peut-être quelque chose aussi qui va influer. Et la deuxième chose, c'est, l'anticipation un petit peu. C'est est-ce que la société, un petit peu, elle a des process, en fait? C'est ça surtout qui est regardé à ce moment-là. Alors oui, alors c'est c'est oui, on regarde ces éléments-là, c'est un peu plus général que ça. C'est-à-dire que, à aucun moment, nous, on s'immisce dans la gestion de la société. C'est vraiment regarder la situation de la société dans son ensemble et bien évidemment, dans son ensemble, on va regarder, le secteur sur lequel elle opère, on va regarder comment la société est gérée et effectivement, quelle a été sa robustesse, sa résilience par le passé et comment elle anticipe un petit peu ses perspectives. Donc oui, c'est un peu plus large que ça, mais oui, globalement. Voir sa résilience, comment elle s'adapte face à des chocs, des crises, conjoncturelles, voir un petit peu tout ça. Alors du coup, tu l'as pas dit, je crois, mais tu t'investis aussi, dans, la RSE. Tu es intervenante, en école de commerce, tu animes des ateliers d'automne. Est-ce que pour toi, il y a un lien entre ce métier d'analyse des risques et la transition écologique? Alors, il y en a un, pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est que j'ai la chance, moi, de travailler dans un groupe qui est très investi sur ces problématiques, qui a créé un institut justement qui est, en charge de la définition de la politique groupe et qui s'investit beaucoup sur ces sujets pour comprendre, pour développer, pour agir. Donc déjà oui, bien évidemment, je fais un lien entre le groupe auquel j'appartiens et mon investissement sur les sujets RSE. Je me sens alignée de ce point de vue-là. Après, du point de vue des activités, bien évidemment, quand moi j'ai commencé à me former sur ces sujets-là et que je suis tombée dedans, c'est parce que justement c'était des problématiques émergentes qu'on avait besoin de comprendre dans le secteur d'activité parce que finalement c'est des risques qui vont devoir être pris en compte par les sociétés pour que leur modèle d'affaires soit robuste et résilient et puisse finalement perdurer. Donc, bien évidemment que je fais un lien parce que c'est des risques qui doivent et qui sont pris en compte à l'heure actuelle par la plupart des sociétés. D'ailleurs, qu'elles Et le sachent ou non, et ça c'est assez intéressant pour les ETI et les PME, mais ça je pense qu'on en parlera par la suite, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pensent qu'elles ne prennent pas en compte ces risques alors qu'elles ont déjà des éléments qui sont intégrés dans leur stratégie, sans le savoir. C'est ça on le fait sans le qui est assez drôle. savoir, ouais, on va en parler. Et du coup, l'idée avec toi quand tu interviens, auprès d'étudiants en école de commerce, tout ça,
c'est vraiment un peu d'inciter, de sensibiliser les cadres de demain un petit peu à la montée en puissance de ces risques en fait. Tout à fait. Moi, j'ai une vision de ces sujets-là qui est peut-être qui est assez particulière, mais je pense qu'elle doit être partagée quand même par un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que dans l'enseignement et dans la sensibilisation, on a tendance à dire ben voilà, il y a telle matière, telle matière, telle matière, et la RSE est une matière. Non, moi, je le vois pas du tout comme ça. Je pense que la RSE doit finalement infuser tout ce qu'on enseigne aux étudiants en école de commerce. On n'a pas besoin d'être un spécialiste RSE, on peut être travailler dans le marketing ou les finances et avoir besoin d'avoir des notions RSE et avoir besoin d'intégrer finalement ces risques RSE à sa réflexion générale et à sa communication. Donc c'est vraiment ma vision des choses. Pour moi, c'est important effectivement de former les futurs cadres de demain, mais de les former de manière globale et d'avoir finalement un alignement de toutes les matières vers une réflexion qui soit cohérente. C'est ça, je suis totalement aligné avec toi là-dessus. Je pense, beaucoup de gens qui nous écoutent là-dessus aussi. C'est en fait, c'est une transformation de tous les métiers, en fait, qui intègre la dimension durable, qui n'y était pas forcément avant dans certains. Mais du coup, donc, dans ton métier, l'intégration de la RSE au niveau des risques, tu parlais des risques de transition. Est-ce qu'on a d'autres types de risques? Oui, oui, oui. Alors les risques RSE, en général, on en cite deux principaux. Donc on a les risques physiques. Donc c'est les risques climatiques qui vont venir affecter l'opération. Ça peut être la société. Ça peut être les sécheresses, les inondations. Forcément, la société a des actifs qui peuvent être impactés, qui peuvent être détruits, qui peuvent être abîmés. Globalement, on va avoir un impact physique. On va également avoir un impact finalement quand on a une dépendance, par exemple, à certains cours de matières premières ou ce type de choses. S'il y a des événements climatiques qui se produisent, on va également être impacté. Donc, c'est les actifs au sens large. Et à côté de ça, on va avoir le risque de transition, qui effectivement, quand les sociétés elles commencent à shifter vers des modèles plus durables, vers des modèles de transition bas carbone, et ben à ce moment-là, il y a un certain risque qui est associé parce que ça engendre forcément des coûts pour l'entreprise, ça nécessite d'investir des ressources. Derrière, de quelle manière on le gère, de quelle manière on gère aussi les attentes des parties prenantes, parce que ça c'est également un sujet en RSE. Donc on a finalement ces deux types de risques, d'où vont découler ce qu'on appelle deux autres risques en général qu'on dit annexes. Donc là, c'est les risques de réputation. Finalement, si je m'engage ou si je m'engage pas, de quelle manière ça va impacter ma réputation en tant qu'entreprise. Parce qu'on sait que finalement, le business d'une entreprise de nos jours peut être fortement impacté si jamais elle ne respecte pas les critères SE, tout simplement parce que c'est des critères de choix aussi des consommateurs. Et la dernière typologie de risque, c'est les risques de mise en cause en fonction des actions de la société. Il peut y avoir des amendes assez lourdes si jamais il n'y a pas de respect des obligations réglementaires qui sont maintenant assez nombreuses en la matière. Donc, quand tu dis risque réputationnel, c'est vraiment, on regarde ce qui est fait. Donc, tu parlais des choses qui sont faites sans le savoir, euh, ou on regarde vraiment ce qui est communiqué. Alors non, la réputation, c'est la réputation au sens large. Il y a des choses effectivement qui sont faites par les sociétés et qui contribuent à la construction d'une marque employeur solide. On communique, on prend en compte les attentes des parties prenantes, qu'ils soient salariés, qu'ils soient membres de l'entreprise, qu'ils soient clients. Et là, on construit une réputation et on la construit entre guillemets de manière positive. Mais il y a également les actions qu'on ne fait pas. Et là, à ce moment-là, on peut aussi venir nous chercher en nous disant, bah regardez telle entreprise, elle pollue beaucoup, elle n'a pas mis en place ce type d'initiative, elle veille pas à la qualité de vie au travail, etc. Et ça va venir aussi impacter de manière négative la réputation de l'entreprise dans la mesure où elle ne fait pas. Et il y a un petit peu une troisième catégorie où il y a des entreprises qui font des choses qui sont super, mais qui ne le savent pas et qui du coup ne communiquent pas dessus et n'arrivent pas à capitaliser pour finalement renforcer leur attractivité, leur marque employeur, alors que finalement ils ont des initiatives qui sont géniales, qui sont déjà mises en place. Et ça, du coup, dans l'analyse qui est faite, est-ce que ça peut leur faire défaut? Ou est-ce que, en fait, on sait qu'elles le font, tant pis pour elles si elles capitalisent pas dessus, mais tant qu'elles le font, en fait, tout va bien. Alors, tu parles dans l'analyse de manière générale d'une partie prenante qui viendrait voir un petit peu ce que fait la société.
Alors, pour savoir qu'elles le font, il faut qu'elles communiquent dessus sur certaines choses, typiquement. Alors, il y en a d'autres, effectivement, c'est connu et ça peut même être via la viralité des réseaux, etc. Ça peut être repris, amplifié, effectivement, sans qu'on ait besoin de communiquer dessus. Mais pour les toutes petites boîtes, les ETI, les PME, qui parfois, c'est très drôle, quand on en parle avec elles, moi j'étais récemment, j'échangeais en fait avec des PME et des ETI sur un événement et on discutait, elle me disait, ah nous les sujets RSE, on n'a absolument pas le temps de s'en occuper, on n'a pas l'argent, on n'a rien, et je leur disais, mais attendez, est-ce que vous travaillez sur l'économie d'énergie, est-ce que vous avez isolé vos bureaux, enfin c'est des choses complètement stupides, mais est-ce que vous avez mis en place du télétravail, est-ce que vous avez mis en place une politique de qualité de vie au travail? Et elle me dit, bah oui, 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 bah alors en fait vous êtes déjà de la RSE. C'est dommage, communiquer dessus, c'est génial, ça vous valorisera, ça attirera les talents, ça décuple aussi votre performance financière. Donc vous avez moyen de communiquer là-dessus et de mettre en avant ces choses-là pour favoriser la performance de votre entreprise et sa réputation. Donc c'est ça qui est très important à mon sens pour les entreprises. Donc c'est ça qui est très important. Et là, tu le dis en fait, c'est toi qui as posé, dans cette anecdote, c'est toi qui as posé la question. Mais en fait, tu n'aurais pas posé la question, jamais tu aurais su que cette entreprise faisait tout ça. Et en fait, demain, on se met à la place d'une entreprise qui vient demander un financement et du coup, le financeur va demander un petit peu, voilà, pas des comptes, mais est-ce que l'organisation s'engage? Donc ça peut être un financeur ou même n'importe quelle partie prenante. Donc une entreprise qui veut nouer un partenariat avec une autre partie prenante va lui demander qu'est-ce qu'elle fait. S'il y a il y a pas un document où il y a tout en fait. Voilà, on le sait pas et l'entreprise, comme tu dis, ne peut pas capitaliser dessus. Je pense pour une partie prenante comme un financeur, c'est peut-être beaucoup plus simple quand une entreprise arrive en disant, ben voilà, nous par exemple, on a telle certification, EcoVadis, Bicorp, ou du coup, ça veut dire déjà, ça englobe beaucoup de choses où pour des acteurs comme vous, ça va simplifier la tâche, quoi. Oui, alors moi je peux pas vraiment communiquer de manière spécifique sur ce que nous on regarde dans les dossiers, etc. Hein. Ça fait partie du voilà, il y a dans le monde bancaire c'est toujours un petit peu compliqué. D'ailleurs, comme on en avait parlé, oui, moi là, je précise que je parle au titre de mes expériences de manière générique en tant qu'avocate, ex de l'AMF et dans le monde bancaire, mais je parle pas au nom de ma boîte, donc voilà, je peux pas forcément donner plus d'informations là-dessus. De manière En fait, on le voit de plus en plus. Il y a des sociétés qui ont une obligation de communiquer parce qu'elles rentrent, voilà, dans les grosses directives, CSRD, ce type de choses. Mais il y a aussi beaucoup de sociétés qui vont le faire, en fait, sur une base volontaire. Parce qu'elles voient l'intérêt qu'elles y ont. Parce que justement, elles veulent donner ces informations pour être plus attractives. Et ça va concerner, effectivement, beaucoup de monde en externe. Et ça va pas forcément être que les financeurs. Ça va être les clients. Par exemple, on a vu le développement d'applications comme Yuka, qui permet un petit peu d'aller voir finalement comment sont faits les produits, etc. On a une demande des clients sur ces sujets-là, d'avoir ce type d'informations. Euh, on a aussi les fournisseurs. On a aussi les fournisseurs. Comme on est dans un partenariat où certaines sociétés vont communiquer sur ce qu'elles font, et nous, quand on est fournisseur d'une société, on va de facto aussi être obligé de mettre en avant ce qu'on fait, de le détailler, d'expliquer qu'on fait tout simplement pour avoir les contrats et être sélectionné comme fournisseur. Je me permets d'interrompre cet épisode pour vous présenter la mission d'RS Podcast. Moi, c'est Marco et mon boulot, c'est d'aider les femmes et hommes à mission à porter leur impact au niveau supérieur. Ici, je reçois celles et ceux qui m'inspirent, entrepreneurs, bénévoles et salariés, me partagent leur mindset et meilleures stratégies pour grandir et accélérer le progrès. Pour ne rien perdre, abonne-toi sur YouTube ou en podcast et inscris-toi à la newsletter pour obtenir le récap dans ta boîte mail. Donc, c'est un petit peu un cercle vertueux qui se met en place. Alors, je sais pas si tu connais ce concept de triangle de l'inaction. Oui. C'est assez intéressant du coup, voilà pour rappel, voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas, on a trois grosses parties prenantes sur ce type de problématique. On a les collectivités, on a les entreprises et on a les personnes physiques, vous, moi, n'importe qui. Et l'idée c'est de dire moi je fais pas parce que telle personne elle fait pas, alors ça sert à rien. Moi en tant que particulier, moi j'ai pas d'impact sur l'environnement, il est minime. Si l'entreprise à côté elle pollue beaucoup, quel intérêt? Moi en tant que pays, pourquoi je ferais quelque chose alors qu'ils sont des millions dans un autre pays, ils font rien, ça n'aura pas d'impact. Ça c'est un peu le triangle de l'inaction, on se repousse la faute les uns sur les autres. Et l'idée là pour créer un modèle qui soit
qui soit plus durable, c'est de passer un cercle vertueux. Où finalement, parce que moi je fais, je vais pousser d'autres acteurs de la place à faire. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la RSE. Et c'est de se dire, moi je fais, je pousse mes fournisseurs du coup à faire parce que j'ai mis en place une charte fournisseur où je sélectionne des fournisseurs qui intègrent des critères RSE. Et ça pousse également les autorités les locales, les collectivités à mettre en place par exemple des aides pour les entreprises qui sont vertueuses parce qu'elles voient que ça dynamise le territoire. C'est vraiment un cercle vertueux. Donc pour celles et ceux qui voudraient approfondir sur le triangle de l'inaction, il y a une masterclass avec Michael Brard dans le premier épisode de The Impactors qui qui intéressera beaucoup. Donc en fait, là on est avec toi, on a la chance de t'avoir avec nous. On parle vraiment du secteur du droit et de la finance, mais ma question, bien sûr, ça concerne en fait toutes les parties prenantes. Là, tu parlais des fournisseurs, des clients. En fait, on adopte de plus en plus une vision de communauté. En fait, l'entreprise, elle a une communauté de parties prenantes autour d'elle qui vont des fournisseurs aux clients en passant par les talents, les employés et les financeurs, où chacun, en fait, à la fois peuvent lui demander des comptes sur son engagement, mais aussi l'entreprise peut accélérer le changement dans sa boucle, ce que tu décrivais là. Et donc, ces risques, donc maintenant on connaît ces risques concrètement dans les entreprises, dans des TPE, dans des PME. En externe, je nous disais, il y a des financeurs, des partenaires qui vont regarder ces risques, mais une entreprise qui veut travailler sur ça, en général, c'est qui gère, qui regarde les risques en interne? Alors, en général, quand on parle de gestion des risques, on dit qu'il y a 3 lignes. Il y a 3 lignes. tous les opérationnels qui sont en première ligne, qui vont pouvoir, identifier les risques, les remonter, mettre en place la politique de gestion des entreprises. Donc, c'est, tous les cadres ou les opérationnels de manière générale, vous, moi, n'importe quel salarié dans la boîte. Et au-dessus de ça, il est important d'avoir une personne qui a une vision entre guillemets «stratégique» dans la société. Donc soit on met en place un chief risk officer qui est en charge de déterminer une vision, voilà, de mettre en place la stratégie de la société sur la gestion des risques. Soit dans les plus petites boîtes, souvent ça peut être un rôle qui peut être assumé par la direction générale ou un cadre assez haut placé. Assez haut placé, pas dans le sens du prestige du poste, mais dans le sens où il a vocation à intervenir dans les décisions stratégiques de la société. Et en général, on a une troisième ligne qui est assez intuitive, c'est celle qui contrôle. Donc, qui contrôle que la politique de gestion des risques est toujours pertinente, qu'elle est adaptée et qu'elle va dans le sens de ce qui est voulu par la société. Et en général, ça, c'est le conseil d'administration. Parfois, on voit des comités des risques qui sont créés sur les plus grosses structures. Donc voilà, il est important vraiment d'avoir ces 3 lignes. La première ligne opérationnelle, la deuxième ligne un petit peu chapeauter les risques stratégiques et la troisième ligne finalement qui contrôle ce qui est fait et qui met à jour. Et après, vraiment de faire des contrôles aussi sur le terrain. Donc ça, c'est plus les cadres peut-être, les chefs de secteur. Oui, c'est ça. En fait, dans la mise en place d'une politique de gestion des risques, bon, la première étape, c'est l'identification des risques. Ensuite, on évalue les risques. Donc, on les cote en fonction de la probabilité d'occurrence, c'est-à-dire le risque finalement que ça se produise. Et le deuxième axe, c'est quelles conséquences ça aurait sur l'activité si ça se produisait. C'est vraiment le double axe. Donc ça, c'est pour l'évaluation des risques. Et la troisième étape, donc du coup, c'est la mise en place de la procédure de gestion des risques à proprement parler. Donc mettre en place le plan stratégique qui a été déterminé. Et ensuite, on vérifie ce qu'on a fait et on corrige le tir en cas de besoin. Donc en général, on suit ces 4 méthodes pour mettre en place et gérer sa politique de gestion des risques. Donc il est important effectivement d'avoir des liens avec les opérationnels parce qu'ils peuvent intervenir finalement à toutes les étapes. Qui est mieux placé qu'un opérationnel pour vous dire quel risque il a vu sur le terrain? Qui est mieux placé qu'un opérationnel pour vous dire moi je pense que au regard de mon expérience je vois souvent ce risque se produire et je pense qu'il a vocation à se répéter. Dans la dimension pratique, ils sont directement impliqués quand une bonne politique de gestion des risques est mise en place et qu'il y a une culture du risque qui est diffusée au sein de l'entreprise, ils ont vocation à être impliqués dans la détection et l'adaptation surtout du plan de gestion des risques. Et dans la quatrième étape, pour pouvoir voir éventuellement les anomalies, corriger le tir, il faut avoir des remontées d'informations.
Parce qu'on aura beau avoir mis en place une politique de gestion des risques, si on ne sait pas ce qui s'est passé sur le terrain, comment on fait pour l'adapter, comment on fait pour voir si notre politique a été efficace. Donc ouais, il y a une architecture quand même à avoir de communication interne. Enfin, ça se joue beaucoup là-dessus. Ça se joue beaucoup là-dessus parce que finalement, dans une entreprise, il faut à la fois que l'activité fonctionne, donc que les risques opérationnels soient assurés, mais il faut également avoir une vision stratégique pour ne pas se disperser et être uniquement dans l'opérationnel, savoir vers quoi on veut emmener la société. Et pour ça, il est important qu'on ait des flux du haut vers le bas où finalement la personne en charge de l'élaboration de la politique de gestion des risques, elle va descendre l'information pour dire voilà où on veut aller, voilà ce qu'il faut faire à notre sens pour y aller, accompagnez-nous. Mais il faut également avoir ce remontée d'informations du bas vers le haut pour que la politique elle soit réaliste, elle soit cohérente aussi avec les contraintes que les opérationnels ont sur le terrain. Donc dans les petites boîtes, ça se passe de manière assez naturelle parce que finalement il y a moins de personnes. Mais dans les grosses Comme il est plus structures, facile. souvent, alors, elle peut être plus facile si les bons canaux sont mis en place. Effectivement, ça peut être assez fluide intuitivement parce qu'il y a moins de personnes. Mais pour ça, il faut aussi qu'il y ait une bonne communication en interne. Donc, il faut quand même penser à mettre en place les canaux adéquats pour que les informations puissent descendre et puissent remonter. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille également via notamment la formation et la sensibilisation. Parce que c'est très beau de parler de culture de risque de manière générique. Mais finalement, si on demande à quelqu'un de définir un risque, je suis pas sûre que beaucoup de personnes puissent expliquer ce qu'est un risque. C'est d'ailleurs une question qu'on ne s'est pas posée là. C'est quoi un risque d'ailleurs Oui. au sens large? C'était peut-être la première étape, effectivement. Ouais. Alors, on a beaucoup de définitions de risques. On en a qui sont très théoriques, comme la rencontre d'un dommage et d'un aléa, ou super, on n'est pas beaucoup plus avancé. Moi, j'aime bien celle-ci, c'est se dire qu'un risque, c'est un événement qui peut venir impacter l'atteinte des objectifs par une société. Et en tant que société, moi, je me fixe des objectifs en termes de performance financière, en termes d'impact. Quels sont finalement les événements qui vont pouvoir se produire et venir influencer la manière dont je peux finalement accéder à mes objectifs et les rendre possibles. Et ce que je trouve qui est hyper intéressant dans cette définition, c'est qu'on se rend compte que finalement un risque, ça peut être positif également. C'est pas que négatif. Parce que souvent, quand on parle de gestion des risques, les gens se disent oh là là, on va me mettre des contraintes, ça va être embêtant, on va encore me demander de faire des rapports Excel pour dire ce qui s'est passé lors de ma journée. Puis Les surtout, ça personnes va rien me rapporter en fait. On se dit, c'est pas pour faire Effectivement. du chiffre ou pour améliorer quelque chose en fait. On se dit, c'est pas du réglementaire, mais voilà, rien de fun, on dira, à C'est première ça. vue. Ah non, non, mais tout à fait. Alors qu'en fait, c'est l'art de la gestion des risques, c'est aussi d'identifier les opportunités, hein. Il y a un exemple en général qu'on donne qui est hyper parlant pour bien comprendre le sujet. C'est de se dire, quand on lance un nouveau produit, le risque, c'est que le produit marche pas. Mais ça peut être aussi que le produit marche, qu'on n'ait pas anticipé et qu'on n'ait pas les capacités de production pour finalement vendre le produit à son plein potentiel. Voilà, je trouve que Ouais. ça donne une assez bonne image de comment un risque peut être positif et négatif en fait. Et comment on peut saisir finalement une opportunité si on a anticipé les problématiques. Et aussi, ce que je vois dans ta définition que tu donnes, que j'aime beaucoup, c'est demain, si j'identifie un risque, que j'ai un petit business de 3 4 employés ou une plus grosse boîte, c'est très probable qu'un concurrent ait le même risque en fait, qui est sur le même marché, qui rencontre le même risque. Et là, déjà, quand tu sais, tu as fait 50% du boulot, parce que tu peux ensuite prendre les dispositions pour anticiper, adapter. Là, peut-être tu peux dire, ben voilà, je vais travailler dessus et de là, je vais en faire un avantage compétitif. Complètement. Et on l'a vu notamment quand il y a eu le Covid, où finalement il y avait des sociétés qui avaient exactement la même activité, et il y en a qui ont réussi à traverser la crise et d'autres non. Et c'était souvent des sociétés qui avaient anticipé, ce type de risque. Alors, vous allez me dire, anticiper le Covid, super, Ouais. c'est pas forcément quelque chose dont on avait pu anticiper l'impact, mais même de se dire à un moment donné, si j'ai une crise, une rupture d'activité, comment mes équipes peuvent travailler à distance, et il n'y a pas besoin d'avoir forcément un Covid pour se dire que Ouais, des équipes ouais. pourraient avoir besoin de travailler à distance. Et ben les équipes, les sociétés qui ont anticipé,
et ben elles ont pu avoir de la continuité d'activité, elles ont pu continuer finalement à travailler, alors que dans les boîtes où ça n'avait pas été prévu, ben il y a eu parfois juste des arrêts quoi. Hein. C'était des arrêts d'activité complets. Donc ça c'est aussi très intéressant parce qu'il y a vraiment encore une fois un double aspect pour moi dans le risque, c'est qu'il y a les risques qui sont opérationnels, stratégiques qu'on peut anticiper. Il y a des risques qu'on ne peut pas forcément anticiper et sur lesquels on est un petit peu obligé de faire des hypothèses, Des de voir scénarios. un petit peu exactement des scénarios, d'identifier un petit peu les signaux faibles qu'on voit sur le marché en se disant bah tiens, ça remonte, ça pourrait arriver. Et là, c'est aussi un exercice qui est très très intéressant et qui permet à la société de travailler finalement pas sa robustesse, sa résilience comme on le fait dans le schéma classique, mais travailler son agilité. Et ça, c'est aussi hyper intéressant, notamment pour les petites structures, d'avoir cette agilité et de se dire comment finalement, quels sont les scénarios qui pourraient se présenter à l'avenir et comment moi je pourrais y répondre. Et ce qui est assez intéressant dans ce domaine-là, c'est qu'on va pas pouvoir forcément travailler sur des simulations, sur du financier pour anticiper ces risques, mais on va plus utiliser l'humain. On va plus utiliser la communication, on va réunir les gens, on va dire ah bah tiens qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans le futur, quelles sont les probabilités d'occurrence de tel ou tel scénario, quelles sont vos idées, et c'est super riche comme échange parce que finalement on intègre toutes les parties prenantes de la boîte, qu'elles soient internes, que ce soit les salariés ou que ce soit d'autres personnes extérieures qui vont participer aux discussions et qui vont non seulement détacher des scénarios, mais qui vont aussi mettre un petit peu leur patte dedans et se dire comment moi je vois l'entreprise demain. Et ça, c'est des infos qui sont hyper précieuses pour les sociétés. Mais moi, je travaille beaucoup sur les nouveaux récits, les nouveaux narratifs pour aller vers des modèles d'affaires qui sont plus durables, régénératifs. Ce que tu décris, c'est exactement, voilà, c'est la vision en fait. La vision qu'on adopte en fait pour sa boîte dans 10 ans, dans 20 ans, en co-construisant cette vision, cette mission avec, comme tu dis, ces salariés. Et ça permet d'anticiper des scénarios et du coup, de travailler ce que tu disais, son agilité. Parce que aujourd'hui, en fait, une entreprise, il faut qu'elle soit à la fois bonne pour pour anticiper des risques. Bon, c'est le b.a-ba, un entrepreneur, il anticipe. Mais deux, surtout, d'être agile, de s'adapter parce que aujourd'hui, les risques, ils sont partout, en fait. Tout bouge très vite dans le numérique, au niveau du climat, ça, le dérèglement, ben, ça part en live très vite. Il y a le géopolitique qui se mêle là-dedans. Enfin, il y a plein de choses. Et du coup, ce travail que tu disais d'anticipation et du coup de co-construction de vision de mission, il est essentiel là-dedans. Et là, par contre, ça peut être fun. Ça peut être fun de dire comment je me vois dans 5 ans, dans 10 ans. Donc en fait, on se rend compte que au final, les risques peuvent vraiment, ça peut vraiment être cool de se pencher là-dessus, quoi. C'est hyper intéressant. Effectivement, c'est intéressant pour les salariés, c'est intéressant pour l'entreprise, c'est intéressant pour tout le monde. Et effectivement, cette notion d'investissement, de co-construction, de nos jours, c'est essentiel parce qu'on parlait un petit peu des personnes qui regardent les risques. On a parlé des acteurs internes, on a parlé des acteurs externes, mais maintenant, une société, elle fonctionne plus de cette manière binaire. En fait, elle évolue dans un monde où la partie prenante qui va venir avoir un impact sur ta société, elle peut être n'importe où. Et ça va être la société de manière générale aussi qui va faire évoluer ton modèle d'affaires par la prise de conscience, par l'évolution des mentalités, et ça va venir directement impacter ton entreprise parce qu'il y a un accès à l'information qui est énorme. Parce qu'il y a des nouvelles technologies qui permettent aussi aux gens finalement de se renseigner sur n'importe quel sujet, d'avoir un avis finalement hyper rapidement. On parle aussi IA, là c'est impressionnant maintenant, on demande quelque chose à une IA, un truc tout bête, mais raconte-moi ce que fait telle société. Vous voyez, on peut avoir des informations qui remontent, qui sont assez tout va très vite, quoi. Tout va très vite, tout se viralise, et ça, c'est vraiment aussi une dimension à gérer pour les entreprises. Et pour moi, effectivement, la manière de le gérer, c'est de co-construire. Parce qu'à partir du moment où on a intégré les gens, on a communiqué, et on est un petit peu sur une dimension alignement. Même si on partage pas les mêmes idées, on va dans la même direction puisqu'on est dans une logique de co-construction. Puis forcément, enfin, l'objectif, c'est d'être aussi, alors, quand on construit une vision, on n'est pas dans la réalité parce qu'on anticipe, mais en même temps, tu es obligé de rester dans la réalité.
Et la réalité, tu peux pas la voir si tu es seul dans ton comité de direction, dans ton bocal à dire, voilà, dans 5 ans, on imagine qu'il va se passer ça. Ben, peut-être si tu co-construis avec tes employés, avec aussi des partenaires, voir la vision qu'ils ont, c'est super intéressant d'ailleurs, de voir la vision qu'ils ont de son entreprise. Enfin, même au niveau personnel, c'est un exercice qui serait intéressant à faire. Mais c'est essentiel. C'est essentiel et on parle beaucoup de cette notion de biais. C'est-à-dire que quand on construit tout seul, on a forcément nos biais personnels qui entrent en ligne de compte. Et on dit souvent, enfin moi je l'ai entendu assez souvent, que finalement pour déconstruire un biais, comment on fait? Eh ben on multiplie les biais. Et au final, on se retrouve avec des biais de différentes personnes et ça nous permet finalement de faire émerger des idées qui sont communes ou des scénarios qui sont plus probables. Et c'est super intéressant de ce point de vue-là. C'est super intéressant. Et du coup, est-ce que tu as d'autres exemples, des retours d'expériences concrets sur des entreprises qui s'y sont bien prises? Voilà, si on devait copier, en plus de ce qu'on vient de dire, si on devait avoir une méthode, enfin les choses à faire ou à ne pas faire quand on veut avancer là-dessus. Donc on a parlé de co-construction. Est-ce qu'il y a d'autres choses essentielles pour toi? Oui, alors pour moi, il y a des choses essentielles. C'est déjà de se rendre compte que quand on met en place une politique de gestion des risques, les solutions, elles sont multiples. On peut choisir d'accepter son risque, c'est-à-dire de se dire bah, j'y vais dans ces conditions-là, tout va bien, j'estime que je suis assez sécure. On peut choisir de transférer le risque. C'est la première chose à laquelle on pense, c'est de s'assurer, par exemple. Je prends l'exemple d'une compagnie pétrolière que je trouve assez parlant. Pour une compagnie pétrolière, c'est quoi le risque principal? C'est le risque d'incendie sur les plateformes. Donc concrètement, la manière pour la société de gérer ce risque, il peut être multiple. Donc on l'a dit, soit on l'accepte, soit on l'évite, soit on le transfère. Mais on peut penser également à limiter la probabilité d'occurrence. À ce moment-là, on se dote, pour être très concret, hein, d'outils de gestion de l'incendie. On met en place des rotations d'équipes plus régulières pour que les gens soient pas fatigués. Ou alors, on est dans la minimisation des conséquences. Là, on va mettre en place des dispositifs de lutte contre l'incendie, ce type de choses. Donc, souvent, les gens, quand ils pensent risque, ils pensent à soit on peut accepter, soit on peut éviter, soit on peut transférer. Ben non, en fait, il y a d'autres manières de faire. Il y a aussi toute cette dynamique d'atténuation des risques qui parfois nécessitent d'ailleurs un petit peu moins de ressources pour les petites boîtes qui en ont pas ou qui en ont peu. Et c'est de penser également à ces solutions intermédiaires et qui limitent déjà fortement le risque. Après, moi, je pense que l'étape essentielle dans toute politique de gestion des risques à mettre en place, c'est de mettre en place une culture du risque. Et ça passe par la sensibilisation, la formation. Pas sur le risque de manière générale, parce que on parle souvent du risque de manière très générique, alors que le risque, c'est quelque chose qui est propre à une société. Une société, elle va commencer par lister ses risques, mais après, il faut qu'elle les compare entre eux. Et ça, cette comparaison, elle se fait pas dans l'absolu, elle se fait par rapport à la situation spécifique de la société. Quels sont les risques qui, moi, ont plus de chances de m'impacter, qui, moi, vont avoir un impact sur ma société. Donc, c'est important de ce point de vue-là de définir quels sont mes risques spécifiques et ensuite de former les personnes sur les risques spécifiques en donnant un cadre finalement. Parce que si on met en place des process trop figés dans un processus de gestion des risques, le risque c'est que il y ait pas cette agilité, il y ait pas d'adaptation, qu'on passe aussi à côté de certains risques. Donc pour moi l'idée principale c'est de former les gens, ça permet pour eux de comprendre, ça permet pour eux, au lieu d'être limités à de simples contrôles, d'agir dans un cadre, de pouvoir prendre des initiatives et d'être en mesure eux-mêmes finalement de juger et de gérer certains risques sans avoir forcément à chaque fois à revenir à la case départ qui est la consultation de l'équipe risque de l'entreprise. Et ça permet de responsabiliser aussi les salariés et donc de les impliquer. Parce que si on dit à une personne, voilà le process de gestion des risques, tu vérifies que telle chose est bien faite, tu le remontes dans un Excel, ok super, enfin le gars il va voir ça comme une contrainte. Si on lui dit voilà ton cadre de gestion, tu as le droit de prendre tel risque, on accepte tel pourcentage de risque. Maintenant, va négocier, va faire tes contrats comme tu veux, mais pense bien à ce cadre-là. Et ben la personne a plus de marge de manœuvre, elle a plus d'investissement, elle se sent responsabilisée, donc elle participe finalement à la construction encore une fois de cette culture risque au sein de la boîte. Donc ça, je pense que c'est très important d'impliquer tout le monde et d'embarquer tout le monde surtout. Et puis surtout, les risques, ils évoluent. Donc, même si tu as identifié tes risques aujourd'hui, dans 2 ans, tu reviens, il y aura des nouveaux risques qui auront peut-être émergé. Si tu fais l'option, ben, tiens, c'est comme ça et pas autrement,
la personne sur le terrain, elle va pas forcément avoir envie, si elle détecte un nouveau risque, de venir te voir en disant regarde, il y a tel risque, ça pourrait être dangereux, tout ça. Et je dirais peut-être qu'ils se débrouillent eux en haut, vu que ils savent tout. Donc c'est important aussi de motiver tout le monde en fait à s'impliquer là-dedans. Oui, de motiver et d'expliquer. Et moi, je le voyais beaucoup, beaucoup quand j'étais juriste. Cette nécessité de faire preuve de pédagogie, parce que je travaillais beaucoup avec des commerciaux. Hein. Et je pense que la phrase que tout juriste a entendue une fois dans sa vie, c'est les contrats, ça sert à rien. Quand ça se passe mal, on va négocier avec le client et puis ça se passe comme ça sur le terrain. Finalement, le contrat c'est super, mais est-ce qu'on va vraiment aller voir les clauses du contrat quand ça se passe mal? Et en fait, c'est d'expliquer que le contrat déjà tu le fais pas pour le moment où ça va bien, tu le fais effectivement pour le moment où ça va mal. C'est une arme finalement à leur disposition dans la négociation au moment où il faut négocier. Et moi, j'ai vu beaucoup de comportements changer. En fait, quand on expliquait l'utilité de telle ou telle clause en lui disant bah, concrètement, pourquoi je te mets cette clause-là? Parce que si à un moment, tu as un souci, eh ben, tu vas pouvoir faire ça. Et on voyait, en fait, maintenant, moi, j'ai vu aussi des commerciaux qui finalement changeaient leur fusil d'épaule et allaient en négociation client. En revenant, ils me disaient, ah, j'ai pensé à négocier telle clause, effectivement. Et c'est super parce qu'en fait, on voit que au lieu d'être vue comme une contrainte, eh ben, la personne, elle a compris et donc, elle a appliqué. Et c'est beaucoup plus efficace que n'importe quel process que tu pourrais mettre en place. Ouais. Et pour finir, si tu devais donner une ressource, que ce soit livre, podcast, pour aider vraiment à aller plus loin là-dessus sur la gestion des risques. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est Le management des risques et stratégies par Géraldine Soutra. Il est sorti il y a pas très longtemps et je le trouve hyper complet. C'est vraiment un bon guide. Et pour les entrepreneurs ou les entreprises qui n'auraient pas forcément envie de se plonger ou n'ont pas le temps de se plonger dans la lecture d'un livre, ce qu'on peut complètement comprendre, il y a aussi un outil qui s'appelle Ma Carto des risques en ligne et qui permet, je crois que c'est le MEDEF qui a fait ça, il me semble de mémoire, qui permet à une entreprise en fait d'établir une première cartographie des risques grâce à un outil en ligne. Donc ça peut être aussi intéressant d'aller voir ça. Super, ressources gratuites. Ah, c'est super, Faut créer un super. compte, donc c'est. Merci pour ces conseils. Et enfin, si on a besoin d'un autre conseil pour poursuivre là-dessus, est-ce qu'on peut te contacter et où? Oui, alors sur LinkedIn, sans souci, avec grand plaisir, je suis toujours ravie d'échanger. Le lien vers le profil de Candice est en description de l'épisode. On arrive déjà à la fin. Merci Candice pour avoir accepté de venir. C'était super cool de te parler. Merci à toi de m'avoir reçu. Super. Ben, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous repartez des idées plein la tête. Pour remercier mon invité et rendre ce contenu accessible au plus grand nombre, c'est très simple. Abonnez-vous et déposez un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se dit à très vite.